れていた少女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Depuis quelques années, les tueries de masse aux États-Unis mais aussi au Japon semblent constituer un véritable phénomène, inexplicable et hors de contrôle. Si la plupart des tueurs en série se font arrêter vivants et peuvent ainsi faire l'objet d'études par des spécialistes du comportement afin de parfaire la formation des enquêteurs et d'aider à la prévention de ces comportements, les tueurs de masse, eux, finissent presque toujours leur massacre en retournant leurs armes contre eux, parfois en se livrant volontairement aux tirs des policiers. Souvent avides de notoriété, les mass murderers les plus récents ont copieusement fait la promotion de leurs actes à venir sur les réseaux sociaux. Ainsi, Kato Tomohiro à Akihabara ou plus récemment Uematsu Satoshi à Sagamihara. Dans la majorité des cas étudiés au Japon et dans beaucoup d'autres pays, le motif récurrent à ces actes insensés est la vengeance. Enfance gâchée, humiliation professionnelle ou scolaire, échec personnel, vie sentimentale ratée, tout est prétexte à décimer le groupe social désigné comme responsable de vos propres manquements. En remontant dans les annales judiciaires japonaises, on trouve un cas très étrange et très perturbant de tuerie de masse, le premier du genre dans le pays. En 1938, dans le village de Kammo, près de Tsuyama au sud-ouest du Japon, un jeune homme de 21 ans, Toi Mutsuo, massacra 30 personnes de son village, soit la moitié de la population, après avoir décapité sa grand-mère à la hache avant de se faire exploser la poitrine au fusil de chasse. Ses lettres expliquant son geste invoquent toute la maladie qui le rongeait, si jeune, et ses dépits amoureux, mais qu'est-ce qui a vraiment pu pousser Toi à commettre ce massacre qui reste à ce jour la tuerie civile à l'arme à feu la plus mortelle de l'histoire du Japon? Toi Mutsuo est né le 5 mars 1917 dans le village de Kurami, près d'Okayama dans le sud-ouest du Japon. Il grandit avec sa sœur et ses parents dans une petite commune rurale où les enfants se partagent entre l'école et les travaux agricoles. Malgré leurs conditions très modestes, ses parents sont très attachés à l'instruction de leurs enfants et lorsqu'ils sentiront que leur fin est proche, ils feront jurer aux grands-parents d'assurer l'instruction de leurs enfants et de les envoyer à l'école pour sortir de leurs conditions. Car à cette époque, un fléau frappe les provinces japonaises de plein fouet, une épidémie de tuberculose qui décime les populations les moins aisées. C'est de cette terrible maladie que ses parents décéderont l'un après l'autre, son père lorsqu'il avait 2 ans et sa mère juste après son 3e anniversaire. Les 2 jeunes orphelins seront confiés à leur grand-mère. C'est à cette époque que Toi Mutsuo déménage dans le village de Kammo, une petite bourgade de moins de 100 habitants perchée dans les montagnes et berceau de sa famille. Son aïeul, sans être riche, vit correctement, louant les quelques terres de la famille à des exploitants agricoles et touchant une pension de veuvage depuis la mort de son mari dans les guerres coloniales. Elle s'occupe donc avec soin et attention de Mutsuo et de sa grande sœur qui, contrairement aux autres enfants du village, ne sont pas obligés de se partager entre les champs et l'école. Les 2 enfants se montreront vite de bons élèves et le petit Mutsuo se révélera être un enfant très précoce avec de grandes capacités d'apprentissage. Mais alors qu'il arrive à la fin de ses études primaires, sa santé se dégrade et le médecin diagnostique une forme de tuberculose. Il sera traité et sa grand-mère lui offrira tous les remèdes nécessaires à l'amélioration de sa santé, mais malgré tous les efforts possibles, il sera obligé d'arrêter l'école une année entière à cause de sa condition physique. Il profitera de cette année pour lire tout ce qui lui tombe sous la main et ne pas prendre de retard. Mais après une année de repos et de traitement intensif, le solide garçon pourra reprendre le chemin de l'école et rentrer haut la main au collège du district de Tsuyama, à quelques kilomètres du village. Plus grand et un peu plus âgé que ses camarades à cause de son année de retard, Toi deviendra vite un meneur et un garçon populaire. Beau garçon, il aura du succès très vite auprès des filles du collège voisin, et c'est ce qui le sauvera de la déprime car lui, le jeune garçon très précoce intellectuellement, l'était également sexuellement. Il connaîtra ses premiers émois avec une jeune fille de quelques années plus âgée que lui et dès lors ne pourra plus s'en passer.
C'est dans les coutumes persistantes de ce Japon rural du début du XXe siècle qu'il trouvera son épanouissement sensuel. En effet, il existait au Japon une tradition millénaire appelée yobai, et qui, bien qu'interdite à l'époque Meiji, au XIXe siècle, persistait encore dans les années 30. Alors qu'il était fort déplacé pour un homme d'aborder une femme, une jeune fille ou encore plus une femme mariée durant la journée et dans une situation de rapport social hiérarchisé, le yobai permettait, la nuit tombée, à un homme de s'introduire dans la chambre d'une femme, de se glisser sous ses couvertures et, sans montrer son visage ou donner son nom, avoir des rapports sexuels consentis avec elle. Passé 14 ans, tout le monde était autorisé à pratiquer le yobai. Jeunes filles, célibataires, veuves, femmes mariées, et même si la famille entendait ou voyait quelque chose, le secret devait être gardé et personne ne disait rien. C'est donc dans cette joyeuse ambiance nocturne que le jeune Mutsuo parfait son éducation sensuelle tout en travaillant dur pour entrer au lycée. Il rêve de devenir écrivain et de partir pour Hiroshima, la grande ville la plus proche. Il avait d'ailleurs écrit un roman d'aventure pour enfants qu'il lisait et prêtait aux familles en rencontrant un franc succès auprès des plus jeunes. Ses professeurs et les quelques lettrés de la communauté rurale vantaient même ses qualités littéraires. Mais voilà, sa grande sœur, elle aussi visitée par un jeune homme du village, tomba amoureuse de ce dernier et l'épousa quelques mois plus tard. Elle quitta le village en 1934 pour s'installer avec son mari et Mutsuo, alors âgé de 17 ans et très proche de sa sœur, en fut très contrarié et sombra dans une profonde mélancolie. C'est à cette même époque que son état physique se dégrada à nouveau et que les symptômes de la tuberculose se firent plus violents. Il dut garder le lit durant plusieurs semaines et du coup manquer l'école et la fin de son année de collège. Il dut se résigner à accepter la vérité, il ne pourrait pas aller au lycée et devrait certainement intégrer un établissement de soins si son état ne s'améliorait pas. Lorsqu'il put enfin ressortir de sa chambre, il avait le teint livide et était très amaigri. De plus, la nouvelle de son état de santé et de la maladie qui le rongeait avait fait le tour du village, et les gens l'évitaient. Bien sûr, il n'était plus question pour lui de pratiquer le yobai et toutes les filles et les femmes des environs le rejetaient. Obligé de travailler la terre et privé de relations intimes, c'est à cette période de sa vie qu'un profond ressentiment commença à poindre dans l'esprit de Toi. Le jeune homme si populaire il y a quelques mois seulement, admiré pour sa plume, sa prestance et son charme, était maintenant honni de tous et devait se casser le dos dans les rizières et les bois, loin de tous. Empêtré dans sa solitude et sa confusion, il se résigna et commença à s'intéresser à la pêche tout d'abord, puis à la chasse. Il demanda un permis de détention d'armes à feu qu'il obtint sans problème auprès des autorités locales et améliora le quotidien de sa grand-mère en ramenant du gibier à la maison. Ses activités solitaires arrivaient à combler certains aspects de ses frustrations, mais creusaient aussi un fossé avec sa communauté. Un jour qu'il ramenait du gibier et en proposa à un voisin, celui-ci lui demanda de ne pas s'approcher et lui parla d'une façon si méprisante que le jeune homme eut, pour la première fois, des envies de violence. Ces incidents se répétèrent dans les mois qui suivirent. Ses anciens amis et camarades de classe le fuyaient et les filles, autrefois si empressées d'être à ses côtés, le regardaient d'un air dégoûté. Mais au lieu de le soutenir dans cette épreuve de mise au banc de la société, sa grand-mère lui demanda d'accepter son sort et de se résigner, ce qu'il refusait. Mois après mois, Toi se replia sur lui-même, se réfugiant dans la lecture. En effet, une mauvaise péritonite et une aggravation de ses quintes de toux le tenaient éloigné des travaux agricoles et les grandes marches nécessaires à la chasse lui étaient impossibles. C'est à cette période qu'il découvrit l'histoire de Abesada, qui faisait la une de tous les journaux. Cette jeune geisha devenue prostituée et qui, tombée amoureuse d'un homme marié avec qui elle pratiquait une forme de sadomasochisme sophistiqué, ne put se résoudre à le voir rejoindre sa femme et le tua, puis lui coupa les parties génitales pour les garder avec elle, en souvenir de leurs bons moments. Cette histoire d'amour et de mort fascina Toi qui commença même la rédaction d'un roman basé sur ce fait divers. Pour l'anecdote, c'est cette histoire et les mémoires publiées en prison par Abesada qui inspiraient Hiroshima Nagisa pour son film « L'Empire des Sens », sorti en 1976. Seul face à son ressentiment et même à une haine grandissante pour ses contemporains,
le jeune homme commença à nourrir un sentiment de vengeance envers ces gens qui le rejetaient et ne voyaient plus en lui le garçon brillant et promis à un bel avenir, mais juste le tuberculeux repoussant et repoussé. Il va passer les mois suivants à se nourrir de faits divers, de romans épiques et de récits de guerre jusqu'à l'année 1938. Il avait alors 21 ans et voyait le monde changer. Les armées impériales menaient des guerres de conquête victorieuses et les jeunes gens de la région s'enrôlaient en masse dans les forces armées, en quête de gloire et d'aventure. Ceux qui autrefois étaient les cancres de son école de village portaient l'uniforme, parfois même les galons. Il tenta de s'engager dans un corps expéditionnaire, mais bien entendu fut réformé à cause de sa maladie. Ne pouvant plus travailler, ne participant plus à la vie du village et qui plus est ne pouvant même pas servir son pays, il fut alors la cible de quolibets de plus en plus cruels. Ce fut cet ultime épisode d'humiliation qui décida Toei à passer à l'action. Il se savait condamné à plus ou moins long terme, lui et son avenir d'écrivain allaient mourir dans un sanatorium, alors que les gens médiocres qui l'entouraient, eux, allaient avoir une belle vie, aimer, avoir des enfants. Voilà ce qu'il se dit avant de se décider. Ils allaient mourir. Toei Matsuo possédait un fusil de chasse Browning M11 calibre 12 semi-automatique et un grand nombre de cartouches bien qu'il ne chassât plus depuis quelque temps. C'est cet instrument de mort qu'il souhaitait utiliser pour décimer ses voisins malveillants, mais soucieux du décorum, il voulait l'instant solennel et impressionnant pour tous ceux qui subiraient son ire, mais aussi pour ceux qui découvriraient la scène. Alors, il fit un tour à Tsuyama, la ville la plus proche, pour y acheter une seconde arme à feu, similaire à celle qu'il possédait déjà au cas où celle-ci s'enrayerait, mais aussi un katana, un sabre militaire tranchant et redoutable qui, à n'en pas douter, allait terroriser ses victimes. Il passa le printemps 1938 à écrire, notamment un long texte d'adieu expliquant son geste et sa haine des gens, mais aussi à préparer son trépas, car il l'avait décidé, il ne laisserait personne lui voler sa mort et comptait bien être sa dernière victime. Sa grand-mère et les rares voisins bienveillants qui lui restaient remarquèrent son changement de comportement et s'en inquiétèrent, ce qui entraîna chez lui des réactions épidermiques et violentes. L'un des villageois malmenés en référa à l'agent de police local qui entreprit de lui rendre visite, constatant dans ses fiches que le jeune homme perturbé était possesseur d'une arme à feu et d'un permis pour l'avoir. Ayant constaté l'état d'énervement du jeune homme et son instabilité apparente, il fit révoquer son permis de détention d'armes et se rendit une nouvelle fois à son domicile pour le lui signifier et récupérer le fusil inscrit sur ses fiches. Toei le lui remit sans problème et lui servit un discours rassurant, appuyant sur son état de santé et sa grande contagiosité pour que l'officier ne cherche pas à en savoir plus, voire à fouiller sa maison. Se sentant acculé, il savait qu'il lui fallait passer à l'acte. C'est ce qu'il fit le 21 mai 1938. Une grande partie des hommes de ce village d'à peine 100 habitants étaient partis à la guerre et les femmes, restées pour s'occuper des enfants, assuraient aussi les travaux des champs. Parmi ces nouvelles agricultrices de crise, un bon nombre l'avaient repoussé suite à l'annonce de sa maladie. C'est elle qu'il allait cibler en premier, puis celles qui le regardaient de haut ou crachaient sur son passage, enfin, tous ceux qui l'avaient humilié, et puis ce serait son tour de partir. Il voulait mourir dans un endroit qu'il aimait, un de ceux dans lesquels il avait aimé des filles, chassé de beaux sangliers et admiré les splendides paysages. Il choisit le col d'Arasaka comme ultime voyage, juste à la sortie du village, mais avant, il lui fallait s'occuper des voyageurs. En début de soirée, il revêtit son uniforme scolaire, propre et repassé, et enfila des guêtres militaires blanches par-dessus ses brodequins. Il noua un bandeau autour de sa tête, puis scotcha 2 grosses lampes électriques par-dessus, une de chaque côté. Il passa son sabre dans sa ceinture, remplit une gibecière de cartouches de chasse et attendit que la nuit tombe. Observant la rue depuis sa fenêtre, il vit les femmes et les vieillards rentrer des champs, les uns après les autres. Les lumières des maisons s'allumaient, puis les silhouettes se dessinaient et s'agitaient derrière les fenêtres et enfin, vers minuit, s'éteindre une à une comme des lampions en fin de soirée. Il savait que l'acte qu'il allait commettre allait jeter la honte et l'opprobre sur sa famille et certainement faire mourir sa grand-mère de chagrin. Alors,
Avant de commencer son acte insensé, il décida d'éviter toutes ces souffrances à son aïeul bien-aimé. Il se saisit de la hache qui leur servait à fendre le bois de leur cuisinière, l'affûta en silence avec la pierre volcanique accrochée près du billot, puis, sans faire de bruit, entra dans la chambre de la vieille femme de 76 ans. D'un geste brutal et précis, il la décapita sans coup férir. Il s'inclina sur son corps sans vie et ensanglanté, remonta la couverture sur elle et sortit. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Alors il sortit de la maison avec son sabre au côté et son fusil chargé dans les mains. Le village était silencieux et les habitants dormaient profondément, fourbus par une journée de labeur. Il avait glissé dans sa gibecière au milieu des cartouches de calibre 12 une pince coupante et 2 tournevis. C'est ainsi équipé qu'il se rendit au transformateur électrique qui distribuait le courant dans tout le village. L'équipement était rudimentaire et vieux. Le village connaissait régulièrement des baisses de tension, voire des coupures. Toi n'eut donc aucun mal à dévisser les causses qui reliaient l'alimentation, privant ainsi toutes les maisons d'électricité. Puis il se rendit au poteau qui soutenait le boîtier de téléphone, celui qui alimentait les postes des quelques maisons reliées au réseau. Il coupa les fils, les roula et les dissimula derrière un buisson. Il était 1h30 du matin et il était prêt. Il alluma les 2 lampes électriques scotchées sur son bandeau et, calmement, se rendit dans la première maison, celle de ses voisines. La vieille femme l'avait souvent regardé de travers et il la soupçonnait d'être celle qui avait révélé sa maladie à tout le monde. Quant à sa fille, il l'avait visitée une nuit de Yobhai, mais depuis qu'elle le savait malade, elle le fuyait et le regardait avec dégoût. Il entra dans la maison sans difficulté, se glissa en silence dans la chambre des 2 femmes qui dormaient. Il posa son fusil par terre sur les tatamis qui amortirent le bruit et dégaina son sabre. D'un geste précis, il enfonça la longue lame effilée dans la poitrine de la vieille femme à plusieurs reprises sans qu'elle n'eût le temps de faire aucun bruit, puis, se retournant, leva son katana ensanglanté dans les airs et frappa la jeune femme toujours endormie à la gorge, la décapitant à moitié. Il quitta la maison, laissant les 2 victimes mortes sur le cou dans une mare de sang. Il essuya sa lame sur un rideau et la repassa dans sa ceinture. Calmement, il entra dans une 2e maison, celle d'un couple et de leur fille avec qui il avait eu aussi des relations par le passé. Avec la même prudence, il entra dans la maison par la porte de derrière et, sans un bruit, se faufila dans la chambre du couple. Il se tint debout, au-dessus du futon dans lequel dormaient le mari et sa femme, puis il posa le canon de son Browning M11 sur l'abdomen de la femme et tira, à bout touchant, pulvérisant ses entrailles. Le mari se leva d'un bond, éclaboussé du sang de sa femme et terrorisé par la détonation. Ébloui par les lampes du tueur, il mit ses mains devant les yeux et aperçut l'acier fumant du canon, juste un instant, avant que Toi ne fasse feu à nouveau. Il tira en pleine tête du malheureux qui s'écroula, mort sur le coup lui aussi. Alors il courut dans la chambre de la jeune femme qu'il trouva prostrée et blottie contre le mur, incapable de sortir un seul son. Calmement, il posa son fusil contre la porte et sortit son sabre de sa ceinture. Et, en lui demandant si elle se rappelait de lui, le brandit et la décapita d'un seul coup. Le massacre dura un peu plus de 2 heures durant lesquelles Toi fit 29 victimes, soit près de la moitié de la population restante du village de Kammo. Après avoir visité une demi-douzaine de maisons, il eut envie d'écrire un mot sur la porte de ses victimes et entra dans une petite demeure, presque à la sortie du village, pour y chercher du papier et un crayon. En fouillant dans un petit bureau du salon, il entendit un bruit derrière un rideau et, arme à la main, il découvrit un petit garçon terrifié et roulé en boule. Il lui demanda de quoi rédiger ses notes, puis, mettant le nécessaire dans sa gibecière, lui demanda s'il savait lire et écrire. Lui répondant qu'il apprenait avec difficulté, Toi lui dit en l'aidant à se relever. « Promets-moi d'étudier et de devenir un homme bien. » Puis il quitta la maison et reprit son carnage, entrant dans les demeures et tirant maintenant sans distinction et dans toutes les directions. Des femmes et des vieillards blessés tentaient de ramper hors des murs, mais Toi arrivait immédiatement pour les achever à terre, leur rappelant leurs paroles blessantes avant le coup fatal. Aux femmes qu'il avait repoussées, il tira une cartouche à bout touchant dans les parties intimes.
Une vingtaine de personnes parvinrent à se cacher dans la forêt pendant le massacre, et parmi les villageois que Toei visa, seuls 3 s'en sortirent avec de terribles blessures, mais vivants. Ce sont eux qui purent témoigner de ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Au petit matin, Toei marcha jusqu'au col d'Arasaka, épuisé dans un état second. Il s'assit sur le petit tertre duquel il avait l'habitude d'admirer le paysage après une partie de chasse ou une journée au champ, et écrit quelques lignes pour sa sœur et ceux qui le trouveraient. Puis il appuya le canon de son arme sur sa poitrine et se tira une cartouche en plein cœur, le tuant net. Quelques heures plus tard, une brigade de police alertée par un des survivants trouva son corps sans vie et cette lettre serrée dans sa main. Il y avait écrit: « Je suis désolé pour tous ces morts, mais je devais prendre une décision. La mort qui me désole le plus est celle de ma grand-mère que j'aime et qui m'a élevé depuis mes 2 ans. Je ne pouvais pas lui imposer la honte et les larmes une fois de plus. Je pense qu'elle est en paix là où elle est maintenant et je vais la rejoindre. Désolé, grande sœur, d'avoir été ce frère falot et souffreteux, toi si belle et si brillante. J'espère que tu ne souffriras pas trop à cause de mon geste. Il fallait que je disparaisse. Ces 4 dernières années n'ont été que souffrance et larmes, et je sais que je renaîtrai dans une vie plus heureuse et sans cette maladie qui me ronge. Tous ces morts ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Je suis satisfait d'avoir exécuté Nishikawa Yoshiko, qui s'était offerte à moi puis m'avait rejeté avec cruauté. Un seul regret, que Terai Yoriko, qui m'avait fait souffrir et que je voulais tuer, ait réussi à s'échapper. Heureux également d'avoir abattu cette ordure de Kishida Junichi, voleur, infidèle et braconnier qui m'avait humilié tant de fois. Le jour va se lever. Il est l'heure de mourir. Cette affaire eut un fort retentissement dans tout le pays et fit la une des journaux et des actualités cinéma et radio, mais l'actualité militaire prenant le pas, elle fut oubliée en quelques semaines. Quelques intellectuels de l'époque tentèrent de mettre en cause la police et le manque de discernement des autorités locales, voire la folie guerrière qui embrasait le pays, mais leurs voix se turent, victimes de la censure. Un parallèle fut fait avec le cas Wagner, une affaire assez similaire arrivée en Allemagne en 1913, et les psychiatres cliniciens émirent quelques hypothèses sur la personnalité de Toei, mais l'auteur des faits s'étant suicidé, les recherches s'arrêtèrent là. Au niveau local, le village de Kammo, lui, ne ponça jamais ses plaies, et les mois et années qui suivirent entretinrent tous les ragots et les suspicions. Un cousin de la famille Toei, sa femme et leur fils furent épargnés par Mutsuo lors de la tuerie, ce qui ne manqua pas de susciter toutes les théories. Certains voisins affirmèrent même que le parent en question était au courant des desseins du meurtrier, voire, pour certains, l'avait aidé. Certains survivants firent ainsi l'objet de tous les ressentiments de la part de ceux qui avaient perdu un ou plusieurs proches. Plus de 80 ans après, le village est toujours marqué par ce massacre et personne n'en parle. La sœur de Toei est revenue s'installer dans la région et a ouvert un restaurant de nouilles udon avec son mari. Décédés en 1997, ses enfants en sont toujours propriétaires mais refusent de parler de cette affaire. Malheureusement, un article du journal Darkside Japan paru en 2001 parla de cet endroit et donna même l'adresse de l'échoppe, créant un afflux de curieux. En 2008, un article de la journaliste Komiyama Akemi paru dans le magazine Asahi Weekly prétendit avoir retrouvé un survivant de 90 ans qui avait connu Toei et dont la femme avait été sa maîtresse. Mais l'incohérence de certains propos et de faits incompatibles avec le déroulé de la tuerie, tel que rapporté par la police durant l'enquête, rendent ce témoignage peu crédible. Un monument, entretenu par les descendants des victimes, rappelle à tous ce qui s'est passé ici, le 21 mai 1938. J'espère que cet épisode vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce en l'air au passage et de partager mes contenus si vous les aimez. Pour ceux qui le veulent et le peuvent, vous pouvez m'aider en laissant un petit tip sur ma page Tipeee ou en regardant une ou plusieurs pubs sur ma page Utip.
Encore merci à tous et à bientôt pour une nouvelle histoire de crime au Japon. Matane.